On se pose tous la question, un jour ou l'autre, en regardant autour de soi. Pourquoi, à âge égal, certaines personnes débordent de vitalité, l'esprit vif, et d'autres semblent déjà usées? Est-ce que c'est juste une sorte de loterie génétique? C'est le point de départ d'un livre passionnant qu'on explore aujourd'hui, l'épigénétique de la longévité. Notre mission, c'est de comprendre ce dialogue entre nos choix de vie et notre biologie. On va voir qu'on a peut-être bien plus d'influence qu'on ne le pense. On va commencer par déconstruire un peu le mythe de la fatalité génétique, puis on essaiera de comprendre ce mot un peu barbare, l'épigénétique, et enfin, on verra très concrètement comment notre quotidien façonne notre vieillissement. Oui, c'est la question fondamentale. On a tous cette image du grand-père qui a fumé toute sa vie et qui est mort à 95 ans. Et à l'inverse, quelqu'un de très soucieux de sa santé qui développe une maladie jeune. Ça donne l'impression que tout est déjà écrit. Exactement. Et ça nous amène à cette phrase qu'on attend partout, c'est dans les gènes. C'est devenu une sorte de verdict, quoi. L'affaire est classée. C'est une vision qui a la vie dure, mais qui est en fait scientifiquement dépassée. Le livre utilise une analogie très parlante dès le début pour dynamiter cette idée. Nos gènes, ce n'est pas un scénario figé, un script à suivre. C'est plutôt une immense bibliothèque, remplie de milliers de possibilités. Ce qui compte, c'est pas tant les livres qu'on possède, mais bien ceux qu'on sort de l'étagère et qu'on lit vraiment. Ah, j'aime beaucoup cette image de la bibliothèque. Ça veut dire que deux personnes peuvent avoir le même ADN, les mêmes livres donc, mais pas du tout lire la même histoire au cours de leur vie. C'est précisément ça. Et c'est là qu'intervient le concept clé d'expression génétique. Le livre insiste là-dessus. Il y a l'héritage, les livres qu'on reçoit, et l'expression, ce que le corps utilise réellement. Les études sur les vrais jumeaux sont la preuve la plus saisissante. Ils ont un ADN quasi identique. Oui, Mais après des décennies, leur parcours de vie, leurs habitudes, ils vieillissent parfois de manière radicalement différente. L'un peut développer une maladie et pas l'autre. Leurs bibliothèques sont les mêmes, mais leurs corps n'ont pas lu les mêmes pages. c'est quand même contre-intuitif. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que je peux porter un gène qui me prédispose, disons, au diabète, mais qu'il peut rester endormi toute ma vie. C'est exactement l'idée. Le gène est une potentialité, pas une fatalité. Et le mécanisme qui décide quels chapitres sont mis en lumière et lesquels restent dans l'ombre, Oui. c'est précisément le domaine de l'épigénétique. Alors, allons-y. Le mot épigénétique, j'avoue, il sonne un peu intimidant, très labo. Comment le livre le rend accessible? Il continue la métaphore du théâtre, qui est vraiment le cœur de l'ouvrage. Si la génétique est le texte, l'épigénétique est la mise en scène. Ah, d'accord. Le texte de Molière, il ne change pas. Mais selon l'éclairage, le ton des acteurs, le rythme, la même pièce peut être une farce ou une critique sociale. L'interprétation change tout, sans modifier un mot du texte. Ah oui, là ça devient beaucoup plus clair. Le texte ne bouge pas, mais on peut jouer avec l'interprétation. Voilà, l'épigénétique, ce sont ces mécanismes qui modulent l'expression de nos gènes. Des sortes d'interrupteurs, de post-it, que la vie vient coller sur notre code génétique. Le livre en décrit deux principaux, avec des images simples. D'abord, la méthylation. On peut imaginer ça comme un petit bout de ruban adhésif, biochimique. Un ruban adhésif. Oui, que le corps vient coller sur une page du livre. Le texte est toujours là, mais il devient difficile à lire. Un gène fortement méthylé, c'est un gène qu'on a rendu silencieux. C'est une image puissante. Ça veut dire qu'on peut complètement éteindre un mauvais gène, ou c'est plus subtil, une question de volume? C'est plutôt un variateur. Exactement, on peut le rendre presque inaudible. Et ce n'est pas forcément un mauvais gène. Parfois, il faut éteindre des gènes qui ne sont plus utiles. Le deuxième mécanisme, c'est l'acétylation. Là, il faut imaginer notre ADN enroulé très serré autour de protéines, comme un fil sur une bobine. Mhm. L'acétylation, ça va desserrer cette bobine. Le fil est plus lâche, donc le gène devient plus accessible, plus facile à lire. Attendez, si notre corps utilise des outils aussi concrets que du ruban adhésif ou une bobine, ça veut dire que les actions qui contrôlent ça doivent être tout aussi concrètes, presque banales. C'est la conclusion la plus importante du livre. Ce sont nos actions les plus quotidiennes qui sont les chefs d'orchestre. Notre corps ne juge pas, il s'adapte en permanence aux signaux qu'il reçoit. Alors, voilà, on y est. Quels sont ces signaux? Quels sont ces fameux langages que notre corps comprend si bien?
Oui, le livre les appelle les 4 grands langages. Le premier, le plus évident, c'est l'alimentation. Chaque repas n'est pas juste une source de calories, c'est un flux d'informations. Il insiste beaucoup sur le concept d'inflammation silencieuse, qu'il décrit comme un feu discret qui couve en permanence et accélère l'usure. On entend tout et son contraire sur l'alimentation. Le gluten, le sucre. Est-ce que le livre dit qu'il y a un régime miracle ou c'est plus une question de principe? C'est beaucoup plus une question de principe. Le livre ne promeut aucun dogme, mais il met en avant l'importance du rythme, avec la chrononutrition. Manger en accord avec nos horloges biologiques, c'est envoyer un signal de stabilité. Le quand on mange est peut-être aussi important que le quoi. C'est une idée forte. Et le deuxième langage? Le deuxième, c'est le mouvement. C'est un signal biologique très ancien qui dit au corps « je suis utile, j'ai besoin de mes muscles, de mes os ». Le livre oppose ça à la sédentarité, mais il la définit d'une manière très intéressante. Ce n'est pas du repos, c'est une extension fonctionnelle adaptative. Extension fonctionnelle adaptative. C'est une expression assez angoissante. Ça veut dire que si je ne bouge pas pendant une semaine, mon corps commence déjà à mettre mes gènes de la forme au placard. C'est une excellente question. Évidemment, ce n'est pas en une semaine que tout s'effondre, mais le processus est constant. Le corps est très efficace. Si une fonction n'est pas utilisée, il ne va pas gaspiller de ressources pour la maintenir. Il va commencer à coller ces fameux rubans adhésifs épigénétiques sur les gènes liés à la force, au métabolisme. Il les met en veille. Le corps abandonne ce qu'il n'utilise plus. Implacable. Le troisième pilier, c'est le sommeil, j'imagine. Oui, le sommeil. Loin d'être un temps mort, le livre le décrit comme une fenêtre de maintenance génétique. C'est un temps de réparation active, crucial. Perturber nos rythmes circadiens, nos horloges internes, avec la lumière des écrans le soir par exemple, c'est créer ce que l'auteur appelle une dissonance temporelle. La dissonance temporelle, c'est exactement ce qu'on vit avec nos smartphones, les séries qu'on enchaîne tard le soir. Est-ce que ça a un effet mesurable? Absolument. La lumière bleue envoie un signal très clair au cerveau. C'est le jour. Ça bloque la production de mélatonine et ça perturbe toute la cascade de réparation nocturne. Répété soir après soir, ce chaos temporel épuise l'organisme et favorise un vieillissement accéléré. Et le dernier langage, qui est peut-être le plus subtil et le plus puissant, le stress. Oui, et là le livre fait une distinction cruciale entre le stress aigu et le stress chronique. Un stress aigu, un sprint pour attraper son bus, c'est normal, c'est même sain. Mais le stress chronique, les soucis financiers, un travail anxiogène, ça devient un environnement hostile permanent. Et quand le corps perçoit ce danger constant, il ne fait pas que subir, il se programme. Je suis bloquée là-dessus. Se programmer pour la survie, ça veut dire quoi au niveau épigénétique? Ça veut dire qu'il va allumer à plein régime les gènes de l'inflammation, de la vigilance, de la pression artérielle, tout ce qui peut aider à fuir un prédateur. Et en contrepartie, il va éteindre les gènes de la réparation, de la régénération, de la longévité. La priorité, c'est de survivre à la minute qui vient, pas de préparer les 50 prochaines années. C'est terrifiant en fait. Si tous ces facteurs ont un impact aussi direct, ça paraît fou que notre approche de la santé ne soit pas basée là-dessus. Pourquoi on attend que le voyant rouge s'allume? C'est l'une des thèses centrales du livre. Notre société est dominée par un modèle curatif. On est de formidables réparateurs de maladies, mais on n'a jamais appris à cultiver la santé. On attend le symptôme. Dans cette logique, la santé c'est juste le silence. Pas de symptômes, pas de problème. Exactement. On la confond avec la simple absence de maladie. C'est une vision minimaliste. Si les analyses sont bonnes, on est en bonne santé. Même si on est épuisé en permanence, si on a des douleurs diffuses. Cette approche ignore complètement les signaux faibles. C'est une belle idée. Écouter les murmures du corps. Mais concrètement, ça ressemble à quoi? On est tous un peu fatigués de temps en temps. Où est la limite entre ça et un murmure qui devrait alerter? La clé que donne le livre, c'est la chronicité, la répétition. Un symptôme, un diagnostic, ce n'est jamais le début du problème. C'est la fin d'un long parcours d'adaptation. Le murmure, c'est ce signal qui revient sans cesse, cette fatigue qui ne part pas, ces troubles digestifs qui deviennent la norme. Apprendre à écouter ça, c'est transformer la santé en une compétence de vie. Une compétence de vie. Mais ça peut sembler intimidant. Entre le travail, la famille, on n'a pas tous le temps de devenir des experts de notre propre biologie. Le livre insiste beaucoup là-dessus. Il ne s'agit pas de viser une perfection épuisante. Ce n'est pas une nouvelle charge mentale. Il s'agit d'acquérir une sorte d'autonomie sanitaire. C'est un peu comme apprendre à conduire. Au début, on pense à tout, et puis ça devient une seconde nature. L'idée est de confondre les grands principes pour naviguer sa vie de manière plus consciente.
Donc, si on devait résumer, l'idée centrale, ce serait que la longévité n'est pas un coup de dé génétique, mais une sorte de construction consciente. Nos gènes sont le plan, mais notre mode de vie, c'est le maître de chantier. C'est exactement ça. Et le livre se termine sur un point très important, qui est plein d'espoir. Il n'est jamais trop tard. La biologie ne juge pas le passé, elle répond aux signaux actuels. Ah, ça, c'est une idée très forte. Le script n'est jamais définitivement figé. Jamais. Et le livre insiste sur le fait que c'est la constance dans les petits choix qui est la plus puissante. Bien plus que la perfection occasionnelle. Le livre a cette phrase que je trouve formidable. La biologie attend la répétition, pas la perfection. La biologie attend la répétition, pas la perfection. C'est une phrase à retenir. Pour conclure, le livre explore une dimension encore plus vertigineuse, la transmission de ces marques épigénétiques. Oui, l'idée que certaines de ces annotations sur nos gènes pourraient ne pas être effacées et se transmettre à la génération suivante. C'est un domaine de recherche en pleine effervescence. Et ça soulève une question finale assez profonde. Si nos habitudes de vie quotidienne inscrivent une sorte de mémoire sur nos gènes, quelle histoire biologique sommes-nous en train d'écrire, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi comme héritage silencieux pour les générations qui nous suivent ?